Ce campus, il a vraiment quelque chose de spécial. C'est un campus qui a une âme. Il y a quelque chose de particulier que j'ai jamais vu ailleurs. Le moins bon dans l'évolution des étudiants, c'est la capacité à se concentrer. La Covid a été un véritable massacre pour nos étudiants. Quand je suis venu à IMT, malgré les 2 ans de fac, il reste une grosse vie associative. Il reste beaucoup de soirées. On faisait beaucoup la fête, plus que vous. Ne faites pas ça, parce que c'est ennuyeux au possible. Quand vous pensez à arnaquer le prof, on s'en rend compte tout de suite. Ouais. Tu deviens la personne la plus puissante du campus. Mon professeur s'appelle Vincent Rigaud et il enseigne la matière développement personnel et leadership. Excellente réponse. Donc Cédric Guerlain, étudiant en première année bachelor et bon élément et futur représentant en vin de Champagne. On vous expliquera pourquoi après. Parfait. On avait un travail à faire sur le vin de Champagne, sujet très intéressant, choisi par le prof, donc super intéressant. Malheureusement, 2 personnes de mon groupe ne devaient pas venir, mais c'est pas grave, j'ai fait leur travail, ça m'a pris un peu plus de temps, mais ça s'est arrangé. Je suis en train d'apprendre des choses là, c'est bien. Vas-y, continue, c'est très intéressant. Et au final, le jour même, ils sont venus, ils ont dit donne-nous ton travail. Et puis ils l'ont présenté, alors qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Donc ils avaient des diapos, ils avaient mon texte, mais j'avais pas tout mis. Je peux te faire une confidence ? Ça s'est vu. Oui. Ça s'est vu. Mais c'est bien de connaître l'arrière des coulisses. Dommage, j'ai déjà rendu mes notes. C'est pas grave, moi la note c'est pas grave. L'important c'est d'apprendre, de développer des nouvelles compétences et la note c'est secondaire. J'ai pas une anecdote, j'en ai plusieurs. D'ailleurs c'est un message que je fais passer aux étudiants, mais je te le fais passer à toi Cédric, mais je pourrais le faire passer à beaucoup d'autres. Quand vous pensez à arnaquer le prof, on s'en rend compte tout de suite. Ouais. Alors on n'est pas sûr, on sait pas qui a fait quoi, on sait pas comment, mais on s'en rend compte tout de suite. Il y a une deuxième chose qui est importante, on est dans la bienveillance, on se dit après tout ils ont réussi à se débrouiller, à s'entendre entre eux. Donc finalement, on va être indulgent, mais on n'est pas dupe, jamais. Je suis membre de l'association Dolphint, c'est une association de voile. On fait principalement de la voile, mais on fait d'autres choses, on fait des sorties plus pour rencontrer les gens, pour tout simplement partager, discuter. On a fait par exemple le mois dernier une sortie à La Rochelle et c'était super intéressant. On est parti en bus, super ambiance. On a fait une demi-journée entière de voile avec un moniteur, une association sur place à La Rochelle qui nous a laissé utiliser un vieux bateau des années 50. Donc super intéressant. Et ça va te servir à quoi dans ton cursus de savoir faire de la voile ? Faire un sport forcément ça développe des compétences, ça développe de la rigueur. On doit apprendre à le faire. Ensuite ça demande de l'équilibre. Ça je suis pas sûr qu'en management ce soit très intéressant, mais... Être équilibré en management, je te garantis que c'est indispensable. Okay. Et surtout l'aspect relationnel, l'aspect organisationnel. Même si j'ai pas organisé, j'ai pu voir comment ça se passait, j'ai pu donner 2-3 conseils sur place. C'est surtout un partage d'informations, puisque c'est principalement des étudiants qui organisent ces voyages ou ces événements. Forcément, vous communiquez avec eux, vous savez ce qui se passe en coulisses. Je suis sûr que ça m'aidera pour plus tard. On faisait beaucoup la fête, plus que vous. On l'a fait aussi. Ceci dit, j'ai un lien sur ce campus avec le monde associatif. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai dirigé l'association des diplômés pendant 7 ans sur ce campus. Et la deuxième chose, c'est que j'ai mis en place la commission vie étudiante qui chapeaute toutes les associations. J'ai fait ça pendant 1 an parce que j'ai failli faire un burn-out tellement ça donnait de travail. Et donc, je connais bien la vie associative sur ce campus. Sur les plaquettes déjà d'IMT, j'ai pu voir plein d'associations. J'ai pu les comparer. J'avais déjà ma sœur qui était sur l'école, alors elle avait déjà une idée des associations qui étaient sympas à rejoindre. Toutes les associations sont sympas à rejoindre. Elles sont adaptées pour chaque personne. Je me suis intéressé aux associations Dolphint, Asphalt, Échec et Mint. Moi, je vais quand même dire un truc. Si j'étais étudiant, l'association que j'aurais choisie en priorité, c'est INTV. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu filmes toutes les coulisses de la vie étudiante. Donc tu as des dossiers sur tout le monde et tu deviens la personne la plus puissante du campus. Pareil pour Déclic. Exactement. J'avais très peur à l'idée de rejoindre l'école parce que je suis moi-même autiste. Et du coup, les relations entre les différentes personnes, c'est assez compliqué. Aucun autre étudiant ou prof ne le sait. Vu sa tête, il ne le savait pas non plus. Et pourtant, j'ai réussi à m'intégrer à Institut Mines Télécom. J'ai réussi à rejoindre une association, j'ai réussi à discuter avec les gens. L'ambiance est vraiment familiale. Les petites promos, le fait que les profs vous connaissent. J'ai fait la fac avant et ça n'a rien à voir. De ce point de vue-là, ça m'a pas mal aidé. Des secrets, j'en ai beaucoup. Par définition, un secret avouable ou inavouable doit rester secret. Donc je les garde pour moi. Vous ratez quelque chose. Ce sera pour un autre jour. Jamais.
Bah déjà pour la qualité du diplôme, c'est quand même les mines, c'est Institut Mines Télécom, c'est pas rien, c'est réputé dans toute la France. J'ai passé les euros ici, l'accueil était vraiment super. Le contenu des cours, on a beaucoup de projets, des présentations PowerPoint. Quand on apprend quelque chose, c'est pour l'exploiter. C'est pas juste pour apprendre une formule et puis on n'en fait plus rien et on n'en parle plus. Ça, j'étais traumatisé de ça à la fac. L'aspect familial, il y a plus une ambiance familiale que même dans d'autres écoles. Il y a d'autres écoles où j'ai vu c'était des amphis de 400 places. Donc j'ai trouvé que ça correspondait à mes envies. Dans ce qui est proposé aux étudiants sur ce campus, que ce soit dans le programme bachelor ou dans le programme grande école, il y a des choses qui n'existaient absolument pas quand moi j'étais étudiant. Déjà, la notion de stage était très vague, on n'était pas obligé d'en faire. Le TOEIC, ça n'existait pas. Alors ça par contre c'était un avantage qu'on avait, d'accord. Devoir faire un échange à l'étranger, pourquoi faire? On restait très franco-français. Et puis surtout, ce qu'il y a sur ce campus, c'est qu'on fait plus qu'y apprendre. Vous y vivez, mais à tous les sens du terme. J'ai mon logement sur le campus. Voilà, vous êtes quasiment tous logés sur le campus, vous y mangez, vous avez une vie associative extraordinaire. Donc tu as cet aspect un petit peu familial où tout le monde connaît tout le monde et où tout le monde se connaît, qui est super important. Et ça n'existait pas quand on était étudiant dans les années 1980. J'étais même pas là. Non, et je pense que tes parents pensaient même pas te faire arriver à cette époque-là. Oui. Vraiment une richesse et puis, j'allais dire, une qualité de vie qui vous est proposée. Moi, ce que j'ai vu dans mon expérience personnelle, c'est la différence pour les mêmes personnes entre le moment où elles arrivent sur ce campus et le moment où elles en repartent. On assiste à de véritables métamorphoses et c'est pas seulement dû à l'enseignement, c'est dû justement à cette vie extrêmement riche, ce qu'on appelle la vie étudiante, la vie scolaire mais aussi extrascolaire, qui vous fait grandir, qui vous fait mûrir et surtout je trouve qui vous fait prendre confiance en vous. On n'était pas si borné que ça, oui, mais l'aspect dans les années international 80. nous fait découvrir de nouvelles cultures. Mhm. Quand même super important pour l'ouverture d'esprit. Enfin, Oui. ça permet une autre ouverture d'esprit, je trouve. Ouais, tu découvres d'autres cultures, mais en anglais, partout dans le monde. La bonne école, c'est comme un bon ennemi, c'est pas vous qui le choisissez, c'est lui qui vous choisit. En fait, c'est l'école dans laquelle j'ai évolué qui m'a choisi. On m'a proposé cette école et le programme m'a plu. Et sachant qu'avant, j'avais une vie antérieure où j'avais été comédien, j'ai été acteur de théâtre pendant 10 ans. Et les premières écoles que j'ai fait, ça s'appelait le Conservatoire et le Cours Florent. Alors là, par contre, c'est moi qui les avais choisis. Moi, c'était Parcoursup. J'avais fait 2 ans de fac, donc après le bac, j'y ai accédé par Parcoursup. Et au bout des 2 ans, ça m'a vraiment pas plu et je pouvais plus continuer. Donc je suis revenu sur Parcoursup pour recommencer en première année de bachelor à IMTBS. T'as fait un bon parcours, en tout cas dans mon cours, t'as fait le bon choix. J'ai une philosophie quand je fais des jurys d'admission ou des jurys tout court, c'est justement de tout faire pour mettre le candidat à l'aise, d'être dans la bienveillance. Si à un moment il dit quelque chose qui n'est pas très cohérent, etc., c'est de lui donner sa chance. Parce que j'estime qu'on évalue beaucoup mieux en ouvrant les portes à quelqu'un et en le laissant s'exprimer justement, ce qui nous permet nous de voir ce qu'il fait de bien et là où il est perfectible, là où sont ses faiblesses. Parce que effectivement la personne va davantage se livrer. Si on commence à lui envoyer des réflexions agressives, voire déplacées, dans ce cas-là, ça ne sert pas à grand-chose. Et ce sont des critères de sélection sur des jeunes qui viennent d'avoir leur bac, qui ont 18, 19 ans, 20 ans maximum. Pour moi, c'est à proscrire et à éviter. Premier conseil, faites des journées d'immersion. Essayez de vivre la vie à Institut Mines Télécom. C'est une manière de comprendre comment ça se passe, de comprendre l'aspect familial, de vraiment comprendre que ça change du lycée. On va faire des projets, on va pas être assis tout le temps pendant 1h30 à recopier un cours. C'est complètement différent. Et si vous voulez postuler à Institut Mines Télécom Business School, vous allez devoir donner des arguments. Pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre? Si vous savez pas comment ça se passe sur place, c'est un peu compliqué. Bien se renseigner sur l'école, savoir que c'est une école qui nous aide à développer des compétences en matière de management, mais aussi de nouvelles technologies. On essaye de rallier les deux pour développer des compétences très intéressantes, surtout vu le monde dans lequel on évolue. Pas stressé. De toute façon, si vous connaissez votre parcours, vous savez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à parler, à raconter. C'est une vraie discussion. Vous racontez votre histoire, pas de mensonges, ça sert à rien. De toute façon, ils le sauront et ça vous aidera pas. Les personnes qui vont vous interroger pendant l'oral, elles sont aussi là pour savoir si vous êtes compatible avec l'école. Si elles voient que vous n'êtes pas fait pour l'école, c'est pas juste qu'ils vous veulent pas, c'est qu'ils savent que vous vous plairez pas dans cette école, vous allez pas vous plaire. C'est le moment ou jamais de savoir si on est fait pour cette école ou pas. J'ai envie de dire, pour prolonger ce que tu dis, quand on passe un oral, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des réponses authentiques. Et quand on est dans le jury, on sent tout de suite si la personne calcule son coup, n'est pas spontanée, n'est pas naturelle, ou parle vraiment qu'avec ses tripes ou avec son cœur, ou en tout cas avec ses convictions. Un oral, ça se prépare. C'est une épreuve difficile, qui est stressante,
stressante. Il faut simplement se dire que ce stress, ça doit être de la bonne énergie qui donne envie de réussir, au lieu d'avoir peur de mal faire. Ça, c'est le premier conseil que je donne, de se mettre dans cet état d'esprit. Je vais donner le meilleur de moi-même. Ça plaira, ça plaira pas, peu importe. Mais en tout cas, moi, je vais me montrer tel que je suis. La deuxième des choses, c'est d'avoir bien présent à l'esprit que si vous êtes là, ça n'est pas par hasard, c'est parce que votre dossier a été sélectionné. Ça veut donc dire que ce qui va faire la différence, c'est pas votre compétence. Voilà, vous avez eu votre bac, votre dossier a été estimé recevable. Donc sur le papier, vous avez tout à fait le niveau pour entrer dans cette école. Et comme l'a dit Cédric, ce qui va faire la différence, c'est est-ce que par la personnalité et le comportement que vous allez adopter, est-ce que les gens dans le jury vont se dire « j'ai envie de voir cette personne évoluer sur le campus » et surtout, plus tard, j'ai envie de la voir représenter le diplôme. Il faut éviter les pièges. Si on vous pose la fameuse question que tout le monde redoute, parlez-moi de vous. Alors là c'est l'enfer. Oui, je reviendrai sur les petites questions pièges. Par où je commence? Et en général, 9 fois sur 10, spontanément. Et allez, on récite son CV ou sa vie dans l'ordre chronologique en alignant les dates et les faits. Ne faites pas ça, parce que c'est ennuyeux au possible. Ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Si vous voulez être intéressant à l'oral, que ce soit un entretien d'embauche ou un oral d'admission dans une école, ce qu'il faut commencer par dire, c'est aller directement sur votre passion, votre point fort, ce que vous amenez de différent. Essayez pas d'être le meilleur, ça veut rien dire. Essayez d'être unique. Qu'est-ce que vous avez de spécial, de spécifique? Tiens, je vais prendre ton exemple, Cédric. Moi, ce qui me définit bien, c'est que je suis un passionné de voile. Parce que la voile, c'est de l'exigence. On se mesure à la nature. La nature, elle est toujours plus forte que vous. Mais vous avez une chance de rivaliser avec elle et de faire jouer égal avec elle si vous fonctionnez en équipe. D'ailleurs, les gens embarqués à bord d'un voilier, ça s'appelle un équipage et c'est pas par hasard. Et donc là, en disant ça, tu vas me donner des indications sur ta personnalité, tes valeurs et ce qui te fait avancer dans la vie. Pas mon petit nombril. C'est l'équipe. Et plus ça devient difficile, plus on doit se comporter en équipe. Là où d'autres peut-être deviendraient plus individualistes et ne penseraient qu'à eux-mêmes. Ne donnez pas des informations sur vous, on a lu votre dossier. Ce qu'il faut que vous disiez, c'est un message. Qui vous êtes? Quelles sont les émotions, quelles sont les passions qui vous font avancer? Et bien évidemment, en l'illustrant à travers des exemples concrets. Voilà, je fais de la voile, je fais du rugby, je suis passionné de calligraphie. Ce que vous voulez. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Mettez en avant quelque chose qui va vous singulariser. Quand on a eu tous les cours de cette matière, donc à chaque fin de matière, on reçoit un questionnaire avec les points positifs, les points négatifs. Moi j'ai une question. Quand vous recevez ce questionnaire, vous pensez quoi? Vous vous méfiez en vous disant « Ah mais on va peut-être savoir mon nom ». Est-ce que vous dites vraiment ce que vous pensez? Comment tu réagis quand tu reçois ce questionnaire? Alors moi je suis beaucoup trop honnête, donc j'ai toujours dit ce que je pensais, même quand c'était négatif. Si je suis venu ici, c'est que j'aime les cours. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans un cours et qu'est-ce que tu apprécies le plus? Quand on apprend vraiment quelque chose. Par exemple, dans votre cours, à chaque fin de... Non mais... Écoutez attentivement. À chaque fin d'exposé, il y a un feedback. À chaque fin d'exposé, pendant les exposés, il va prendre des notes, il va se mettre au fond de la classe, il va prendre des notes. Est-ce qu'on vous entend bien? Est-ce qu'on vous voit bien? Moi, par exemple, au dernier, j'étais vraiment saoulé parce que c'était la fois où j'ai travaillé pour 3 personnes et où on m'a gâché mon travail. Je me suis mis en plein milieu du vidéoprojecteur et on me voyait même pas, enfin, je gênais la présentation. C'est pas qu'on ne te voyait pas, c'est que tu prenais les couleurs des diapositives. Ouais. Donc, tu avais des rayures, des poids, t'étais bleu, vert, jaune, etc. Je travaille dans l'esthétique. Donc, petit truc, ne vous mettez pas dans le faisceau du vidéoprojecteur pour vous présenter. Ça, c'est des choses qu'on apprend en cours et justement, grâce au feedback, grâce au ressenti des profs, aux notes que les profs prennent, j'ai pu m'améliorer, notamment les positions à adopter. Bon, là, elle est pas parfaite, je suis pas droit, je vais me rapprocher, voilà. Mais notamment pendant une présentation, vous n'allez pas laisser les mains derrière votre dos pendant toute la présentation. Ça, c'est des choses qu'on apprend pendant le cours. C'est des choses qu'on peut pas apprendre tout seul. Il faut qu'il y ait une personne qui nous observe, qui me prenne des notes et qui ensuite nous donne le compte-rendu de ce qui était bien et de ce qui était pas bien. Et ensuite, en plus, des solutions pour nous améliorer, c'est le top. Donc ça, c'est ce qui me plaît dans les cours ici. C'est un habillage générique qui englobe pas mal de choses. C'est beaucoup centré sur la communication, développement personnel, leadership. Ça passe beaucoup par la confiance en soi, notamment lorsqu'on est amené à s'exprimer dans un contexte estudiantin ou professionnel. Passer une soutenance, passer un entretien de jury, un entretien d'embauche plus tard, des négociations avec des clients, etc. etc. Donc c'est une affaire de préparation. Là, il y a pas mal de techniques à acquérir. Cédric en parlait tout à l'heure. Et effectivement, il faut être précis. Puis la deuxième chose, c'est acquérir de la confiance en soi. Et alors, je vais vous dire un truc. La confiance en soi,
tout le monde court après ça. C'est pas compliqué d'avoir de la confiance en soi. Faut juste savoir de quoi on parle. Tout mon enseignement est basé sur cette philosophie. Les meilleurs, ceux qui peuvent devenir plus tard des leaders, c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers, non, c'est développer des qualités de leadership. C'est-à-dire, lorsque vous parlez, on vous écoute. Vos paroles ont du poids, donc vous avez de l'influence. Les gens ne seront pas toujours de votre avis, mais votre avis sera pris en considération et vous serez considéré comme quelqu'un de sérieux. Donc c'est en ça que vous vous développez personnellement et que vous ne deviendrez pas forcément un leader, mais que vous cultiverez des qualités, des traits du leadership. Pour donner un exemple de à quoi sert le cours de Monsieur Rigaud, tous les lycéens, à la fin, en terminale, vous avez un grand oral à passer. Tout le monde se dit, je l'ai pas assez préparé. En cours, les profs, ils ont pas le temps. Alors qu'ici, on apprend à le faire. On va avoir la matière développement personnel et leadership qui va nous apprendre à faire des présentations, bien se tenir, vraiment bien présenter les choses. On va avoir d'autres matières. Par exemple, initiation à la recherche. Ça va être une matière qui va nous apprendre comment savoir si un document est bon, si un document a de la valeur, si le journal est financé publiquement, si c'est du privé, si c'est des experts qui en parlent ou juste des journalistes, des matières qui vont vraiment nous servir. Et là, je vous ai donné deux exemples de matières, mais toutes les matières ont un intérêt. Lorsque je suis arrivé sur ce campus en 2005, c'était avant l'arrivée des réseaux sociaux et des smartphones. Et donc, il y a eu deux chocs pour moi dans l'évolution des étudiants, telle que je la vois sur ce campus et ailleurs, sur tous les autres, depuis 18 ans. C'est plus de spontanéité, plus de fraîcheur, moins de formatage. Donc ça, c'est plutôt agréable. En revanche, ça devient un gros défi pour ceux qui enseignent ou ceux qui interviennent, parce qu'il va falloir être beaucoup plus souple et beaucoup plus s'adapter. Je fais partie de ceux qui considèrent que c'est une chance et une richesse. C'est particulièrement valable sur ce campus, mais c'est général. Et puis, ils sont arrivés les smartphones, les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Et là, on va dire le moins bon dans l'évolution des étudiants, c'est la capacité à se concentrer. C'est-à-dire que, on le sait, le cerveau humain se modifie physiquement en fonction de nos comportements, de nos habitudes et des vies que nous avons. Et le cerveau des étudiants d'aujourd'hui n'est plus même que celui des étudiants des 18 ans, et je ne vous parle pas du mien, mais aussi une exigence en termes, j'allais dire, de rythme, en termes d'intérêt. Il y a vraiment des attentes très très fortes qui ne sont pas faciles à combler. Parce qu'on a des étudiants qui ont une capacité de concentration beaucoup plus limitée qu'avant. Ils ont d'autres qualités, comme je vous l'ai dit, la spontanéité, la souplesse, la capacité d'adaptation, d'évoluer très vite, c'est le bon côté. Et le revers de la médaille, c'est ça, difficulté à se concentrer et difficulté à témoigner de leur engagement. Je pense que la plupart d'entre eux s'engagent dans ce qu'ils font, mais difficulté à l'exprimer et à le montrer. Il y a une deuxième chose qui a changé pour moi beaucoup, je le vois sur la dizaine de campus dans laquelle j'évolue, c'est la Covid. La Covid a été un véritable massacre pour nos étudiants. J'utilise un mot qui est très fort. On a vu beaucoup de souffrance et je pense aussi qu'on a vu chez les étudiants, mais aussi dans le monde du travail, un changement de vision et un changement de rapport aux études et au travail. Une prise de distance et peut-être en se disant c'est pas tout dans la vie, j'ai aussi une vie et on m'en a privé pendant 2 ans et quand on a 20 ans, c'est catastrophique. Moi j'y pensais à chaque fois que je donnais ces cours à distance, vous imaginez, des heures, des journées entières, quand on était en mode confinement avec les masques, etc. Je me disais j'aurais vraiment pas aimé être étudiant aujourd'hui. Maintenant, on en est sorti ou on est en train d'en sortir, mais il en reste des séquelles. J'ai changé beaucoup de choses dans mes programmes depuis 2 ou 3 ans parce que je me suis rendu compte que ce que je faisais avant, qui marchait plutôt bien, du moins je le crois, marchait beaucoup moins bien. Et donc, je me suis complètement remis en question par rapport à ça. Je suis arrivé après. J'ai passé mon bac en période Covid. Ensuite, j'ai fait la première année de fac en période Covid. Tu as repris les cours en présentiel ici sur ce campus? Oui, direct. Vous savez commencé avant déjà? J'ai fait 2 ans de fac, j'ai fait 1 an en distanciel et 1 an en présentiel. Et est-ce que tu confirmes ce que je t'ai dit, que ça a été vraiment je confirme. une période horrible quoi. Mais c'est une période horrible, surtout au niveau comportement entre les gens, au niveau des dynamiques sociétales, je trouve. Moi, par exemple, à la fac, il y avait masque, il y avait 2 chaises d'écart, les gens ne se parlaient plus, c'était impossible. Petite anecdote, je suis arrivé à la fac, le premier jour, je me suis installé du coup à une chaise d'écart d'une fille. J'arrivais pas à trouver le cours sur Moodle, mais t'es pas inscrit en fait sur le cours. Et du coup, je demande à cette personne où est le cours. Je me fais traiter de pervers sexuel, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Ah, ça met dans l'ambiance. Normalement, c'est réservé aux gens de mon âge, oui. ce genre de qualificatif. Non mais j'étais choqué. Globalement, c'était l'ambiance. C'était si une personne vous adresse la parole, pourquoi en fait? Et les gens avaient plus l'habitude. C'est pour ça que j'étais assez surpris quand je suis venu à IMT. Malgré les 2 ans de fac, il reste une grosse vie associative. Il reste beaucoup de soirées, il reste une bonne entente entre les élèves, des projets de groupe. Moi à la fac, tout ça, ils avaient oublié. C'était fini, l'ambiance, c'était impossible de remettre ça en place. Alors ça, je pense que j'ai une explication pour ça. D'abord, ce campus, encore une fois, je parle par rapport à une expérience où j'interviens sur plusieurs campus. Ce campus, il a vraiment quelque chose de spécial. C'est un campus qui a une âme. Je suis d'accord avec vous. C'est non seulement un lieu d'enseignement, mais c'est un lieu de vie. Il y a quelque chose de particulier, et pour enseigner un petit peu partout en France,
que j'ai jamais vu ailleurs, jamais. Donc ça c'est la première chose. Et l'explication de ça qui fait qu'il y a une ambiance particulière ici, c'est que tout simplement c'est un campus qui est un peu autosuffisant. Vous pouvez manger, vous pouvez dormir, vous pouvez aller en cours. Il y a une vie associative très riche et donc il y a des liens extrêmement forts qui se lient. Et puis c'est un peu une ville dans la ville et donc avec des liens très resserrés. Qu'est-ce que retiennent les diplômés? J'en parlais avec eux pendant 7 ans. Ils me disaient, quand je les faisais adhérer à l'association, ils me disaient mais j'ai besoin d'un boulot. Je lui dis non mais fais-le en souvenir de la vie que tu as eue ici. Et alors là ils signaient tout de suite.